Hello everyone, I'm Marc-Andre Cossette. Welcome to CPAC's special coverage of the 2026 Spring Economic Update. It's a key snapshot of the country's finances at a time when Canada is facing historic pressures from beyond its borders, a global energy crisis driven by conflict in the Middle East, massive supply chain disruptions, punishing tariffs from U.S. President Donald Trump, all of them driving up the cost of living, with many Canadians worried about where it's all heading. Finance Minister François-Philippe Champagne says Canada is ready to meet those challenges head-on. So together, we can chart a path forward to the fog of uncertainty, because Canada has what the world wants and increasingly needs. We have the right plan, we're building big, we're moving fast, and the good news, Mr. Speaker, we're just getting started. So let's dig into some of the headline numbers in today's update. The government is reporting a deficit of $66.9 billion for the fiscal year that just ended. That's roughly $11.5 billion less than had been projected last November in Budget 2025. The deficit for the current fiscal year, 2026-2027, is now expected to be $65.3 billion, about the same as was forecast in November's budget, declining every year to hit $53.2 billion by 2030-31. The government also says it remains on track to balance day-to-day operating spending with revenues by 2028-2029. As for the debt-to-GDP ratio, it's projected to be 41.5% for this fiscal year, lower than forecast in the last budget, with the federal debt rising this year to just shy of $1.4 trillion. All told, the new measures announced in today's update will add just shy of $33 billion to the federal balance sheet over the next 5 years. For more on that, let's go now to the foyer of the House of Commons. That's where our Andrew Thompson is after spending the day in lockup poring over the documents. Andrew, Minister Champagne has said repeatedly that he and the government know that affordability is top of mind for so many Canadians. So what is there in this update to help make life more affordable? Well, we should say, Marc-Andre, that there's a lot in this update on what the government has already announced. For instance, pausing the federal fuel tax and the Canada Groceries and Essentials benefit. Now, in terms of what else we're hearing on affordability, let's start with the Canada Pension Plan. The government is promising to reduce what workers pay as their CPP contribution, a reduction of that rate to 9.5%, which the government says for someone making $70,000 would mean about $130 in annual savings. This would be effective next year. The government also promising changes to make it easier to access the disability tax credit. This includes a streamlined application process for certain conditions and more practitioners who can say if someone's eligible. Let's talk about housing. There are plans to speed up about $7 billion in low-cost loans to get more rental apartments built. There are also plans in this update to change mortgage insurance rules to get more multi-unit properties built, and there's a promise of a longer grace period for home buyers to repay withdrawals from their RRSP. Now, Marc-Andre, the government is also promising action on what it can do internally to reduce costs for Canadians. This update announcing a plan to remove what it calls inefficient government policies that hurt competition in the marketplace and keep prices higher than they could be. This could include, for instance, federal regulations and government support to businesses. You mentioned some measures on housing. The government says in this update that the country needs more than 1 million more trades workers within the next decade to build not just homes, but also major projects and to deliver on Canada's defense commitments. What's the government saying today about what it can do to get more people in those skilled trades? Well, the government is framing it by saying that, look, there are not enough young Canadians entering the skilled trades, and the ones that are facing some serious bottlenecks. So they are announcing a pledge to speed up recruitment, training, and hiring. This is promising to make the path to a Red Seal faster and easier. They're pledging a $6 billion plan to get about 100,000 new skilled trades workers on the job over the next 5 years. This includes giving employers a wage incentive of up to $10,000 for someone's first year on the job. And also as part of this, Marc-Andre, the government is promising an income top-up for apprentices who are in mandatory technical training. This could be up to $16,000 in addition to the employment insurance that they're also receiving.
So some plans to help train up to 100,000 workers. That's obviously still quite a ways off from the million the government says it needs. We'll keep an eye on that as it develops. Andrew Thompson in the foyer of the House of Commons, thanks again for this. Appreciate it. Thank you. Well, earlier tonight, I had the opportunity to speak with Finance Minister François-Philippe Champagne about what today's update aimed to achieve and whether it hit the mark. Here is that interview. Finance Minister François-Philippe Champagne, thanks so much for making time for us, sir. It's a real pleasure to be with you. So let's start first with the headline number, the deficit. The deficit for last year did come in about $11.5 billion lower than had been projected in last year's budget. But many of the economists that we've spoken to pointed to two reasons for that improvement: higher than expected oil revenues and delayed government spending. How do either of those point to stronger fiscal management on your part, and can your government really take credit for either? Oh, well, listen, I'm going to correct some of that. First of all, if you look, this is not an old story. The conflict in the Middle East, started on 28th of February, and the private sector economists closed their projection on March 11th. So the price of oil is not what you've seen in terms of the impact on these numbers. I think what you're seeing is structural decisions that have made Canada the second fastest growing economy in the G7. And just put that in perspective for the viewers, it's not that Canada's just growing a bit more. We're growing twice as much as Germany, twice as much as Japan, thereabout, 3 times more than Italy. So when you put things in perspective, you say in the fog of uncertainty, to use the word of the International Monetary Fund, Canada has a clear path forward, project of national interest. You see foreign direct investment at record level in this country. And the other thing is that it's also an expense play, in the sense that we've been very fiscally prudent, good fiscal manager, but you have to remember that $60 billion, the comprehensive expenditure review, is at par with what Prime Minister Harper or Prime Minister Chrétien did at the time. This is very significant. You know, Canadians have been tightening their belt for quite some time, and we've been tightening the belt in Ottawa. So yes, you have higher revenues because of growth. You have lower interest charge, debt charge in a way, and at the same time you have lower expenses. But one thing I want to say to people watching is that of the additional revenue we got, about $7 billion, 2/3 of that went back to people in the form of the housing support that we've given Canadians, and also with respect to the grocery benefit, and obviously what we did in suspension of the fuel tax. So what I want to say is that, yes, there's a higher revenue, but we know that's what's front and center in the mind of Canadians is affordability. Yeah, it's the end of the week and the end of the month, and that's why one of the key pillars is housing. Well, precisely on that. So your government has pointed to measures, but you've already announced those measures. And to be fair, there are several, and you've pointed them out: the suspension of the federal fuel excise tax, the groceries and essentials benefit. But beyond a cut to the base CPP contribution, people might look at this update and not see a whole lot there in terms of new immediate relief for Canadians who are struggling to make ends meet. Are you trying to send a signal that Canadians shouldn't maybe not expect more short-term help for your government when it comes to affordability? Well, we've always been there. One thing we're not going to wait is just to meet some deadline, you know, like the fiscal update or the budget. When we're there when people need it. And I would say on grocery, people could not wait. When it came to fuel, we had to act. But one thing you did not mention, and it's the only thing that I've seen the opposition applaud, is what we did with respect to the disability tax credit. Making it more easy for hundreds of thousands, perhaps even million Canadians to access a benefit that they are entitled to. We heard from the community. They asked us to expand the practitioner, the professional practitioner who can certify. They also said, you know, if you could add in the list of condition those which have been well established as having an impact on people with disability, and also about the guardians in province. So I would say, if you look at the disability tax credit, I would not undermine that, because actually this is a big thing for a lot of Canadians, and this is brand new. And you talk about, obviously, the Canadian Pension Fund reduction, which is what, if you earn $70,000, it's a $133 reduction at the employee level and the employer. So those are meaningful. But one thing I just want to say, we've always been there for Canadians. We're not going to wait for an update or a budget. If we need to act, we're going to be there. But we have to be fiscally prudent, because the uncertainty we're going through, I mean, people don't need to hear that from me. They watch TV, they understand. There's something called the Uncertainty Index, which is published by the International Agency. And I think now
you see this is the highest we've seen in generations. So in this fog of uncertainty, I think Canada found its path forward and has been proven to be far more resilient than people expected. Because initially people were saying, are Canadians going to be able to manage everything that's going to go through because we're intertwined with the U.S. in terms of the economy? And the reality is that Canadian workers and Canadian industry are much more resilient than people expected. Well, let's talk about that, because obviously there is a lot of uncertainty out there right now. As you've alluded to it, Canada's economy is facing some significant risks over the next several years. We're still obviously dealing with the fallout of the Trump tariffs. There's a historic global energy shock, possibly one of the worst on record. What fiscal room does your government still have to respond to those contingencies? Because people see that, yes, there was some, you were able there's some savings that were able to be found. Most of that has already been spent, and they're wondering what contingency fund is there? What fiscal room do you still have to respond to whatever else might be coming down the pipe that we might not anticipate just yet? Well, that's a very good question. I think you have to look at Canada in the context of our international peer. We have by far the lowest net debt to GDP of any G7 countries. I mean, we're at about 10. If you compare, our next closest partner is Germany, and it's about 5 times more. If you look at the deficit to GDP, we're one of the lowest. I mean, just a bit above Japan, but far better than all of the other G7 partners. And you don't need to take it from me, but the International Monetary Fund just said that Canada has the strongest fiscal position of all G7 nations. But you need to make smart investment, housing, infrastructure, productivity, innovation. That's what we did. It's basically a blueprint for growth, and at the same time tightening our belts. So I would say to people watching at home, it's going to be okay. In this uncertainty, we found our path. Canadians are resourceful people. We have strong fundamentals. We build planes, we build cars, we have natural resources, we have critical minerals, we have the most educated workforce. We're the only G7 country with a free trade with all the other G7 nations. So, we have very strong fundamentals to navigate to this fog of uncertainty. So Canadians should be confident. We're just getting started. Am I saying it's going to be a straight line? No. People understand that, but we have strong fundamentals to go through that. I just also want to touch on one of the measures that was announced actually yesterday, and that's the creation of this Canada Strong Fund, a so-called sovereign wealth fund, with $25 billion of borrowed money over 3 years to get it started. The details are still scant, and people, I think, were expecting a bit more of an update today, whether it's the government, the governance, the projects that will be funded, the timelines, how people can contribute. Set all that aside, though, isn't it a little tone-deaf at the moment to ask Canadians to chip in whatever money they might have lying around at a time when you yourself acknowledge that so many of them are struggling to make ends meet? Well, I think there's some people who would want to be part of that. I mean, if you have an extra bit of saving as you want, I mean, it's to give the opportunity. If you look at the international press, it's staggering. They were saying, I saw some headlines around the world, they say, Canada's creating its own sovereign wealth fund in a very Canadian way because it's about inclusive growth. Most sovereign wealth funds that exist in the world, in Nordic country or in Asia, individuals are not allowed to share in the growth individually. Collectively, obviously, you can because you grow the asset. But we've made a twist to say, well, you know what? If you want, obviously, no one is obliged. But if you so wish, you as an individual investor usually would not have access to this big project to invest. If you have a little bit of money, very difficult to share in these big projects. Now we're saying, you know what? If you want, you can also own a piece of these big nation-building projects that are going to make Canada successful over the long term. So I see that as a net positive. If people want, they have the opportunity, and it's very Canadian to say we're going to create collective wealth, but at the same time, people want may be able to chip a bit of money. And you know what? Time is always a good ally when you do investment. Look at what happened in the Nordic country with their investment funds. People have seen over time, decades, the growth in that. So I think it's just it's another tool in the toolbox. If people want, they'll have a chance to do it. If they don't want, they will benefit collectively from the growth in our nation. Right. One of the other measures that was contained in today's update is this launch of an effort that you're leading to recruit, hire, and train between 80,000 and 100,000 skilled trades workers.
Your own update says Canada needs more than 1 million of those workers over the next decade to deliver on your building agenda. Your party has been in power now for more than 10 years. Is this an admission that your government simply did not do enough sooner to deliver on the building agenda that we know has been on the dock for a while now? Well, I would say we're building at the speed and scope and scale not seen in generations. So obviously we need more tradespeople, the Red Seal program. This is a step change. This is not just like an incremental program. You have to, go back, I don't even know when in the history of our country, where we have something where we say to young people, we're going to be with you from the beginning to the end. We're talking about 80,000, 100,000, making sure they have income while they train. They have even a bonus of 5,000 at the end. I would say we're going to work with provinces and territories, but we understand that, a lot of young people want to build this country. The dream of Canada is alive and well, and it's great to see that young people will have a chance to build it in their own communities and benefit, because you tie that with the sport investments we're doing, the investment in small craft harbor. These infrastructure investments are going to benefit communities across our nation. Finance Minister François-Philippe Champagne, that's our time. We'll have to leave you there. Thanks again for your time tonight, sir. Thank you very much, sir. Always a pleasure. Well, Conservative leader Pierre Poilievre delivered his response to the government's economic update in the House of Commons this afternoon. He's previously described the Liberals' approach as, quote, credit card budgeting, arguing it will cost Canadians more down the road. Take a listen to what he had to say today. They put the nation's bill on the national credit card, and they force Canadians to put their bills on their personal credit cards. Meanwhile, a small group of Liberal elites and corporate insiders get fantastically rich off government handouts, bailouts, and carve-outs. Today's Liberal fiscal updates brings more costs, more debt, and more bills on the national credit card. This Prime Minister is just another Liberal. Plus tôt aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le porte-parole associé du Parti conservateur en matière de finances, Éric Lefebvre, pour connaître son point de vue sur la mise à jour économique. On peut l'écouter. Éric Lefebvre, porte-parole associé du Parti conservateur en matière de finances, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, commençons d'abord avec votre réaction générale à cette mise à jour économique. Dans quelle mesure est-ce que ce plan répond au moment que traverse le pays actuellement, dans un contexte évidemment de grande incertitude? Bien, écoutez, tout d'abord, les faits, il faut savoir que le premier ministre Trudeau avait annoncé pour l'année en cours un déficit de 31 milliards de dollars. Alors, ce qu'on a aujourd'hui comme résultat, c'est plus du double du déficit qui avait été annoncé par l'ancien premier ministre Trudeau. Donc, également, on parle du fonds d'investissement qui avait été annoncé hier, qui a été confirmé aujourd'hui. Mais un fonds d'investissement où on comparait avec l'Arabie saoudite, par exemple, qui, elle, exploite ses ressources naturelles et utilise les surplus budgétaires pour créer un fonds d'investissement, alors qu'au Canada, on n'a aucun surplus, on est en déficit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 25 milliards sur la carte de crédit des Canadiens et Canadiennes pour créer un fonds. Alors, ma première impression, naturellement, ça passe pas la route. Parlons justement du déficit. Le déficit de l'an dernier a été révisé quand même à la baisse. Il s'élève maintenant à 66,9 milliards de dollars. Celui pour l'année en cours s'élèverait aux environs de 65 milliards de dollars. C'est tout de même, comme vous le mentionnez, beaucoup plus que le plafond de 31 milliards que votre chef estime acceptable. Mais le directeur du département de l'hémisphère occidental du Fonds monétaire international, lui, affirme que le Canada est probablement dans la meilleure position fiscale du G7. Est-ce que ça affaiblit l'argument de votre parti sur l'ampleur du déficit ou est-ce que vous rejetez carrément l'évaluation du FMI? Bien, écoutez, il y a différentes évaluations. Si on prend l'ancien directeur parlementaire du budget, qui, lui, ne donnait pas la note de passage par rapport au déficit du gouvernement libéral et que lui était beaucoup plus dans une hauteur de 31 milliards de dollars. Alors, on reste, nous, sur nos convictions. On pense que si on peut diminuer la taille de l'État, par exemple, diminuer les différentes subventions qu'on donne à l'extérieur du pays, de diminuer la bureaucratie, on va être en mesure de faire des économies importantes pour la suite des choses. Pour atteindre 31 milliards de dollars comme déficit, c'est réaliste?
Bien, écoutez, il y a plusieurs mesures, comme je vous dis. Les consultants, je n'avais pas parlé encore des consultants, mais tous les consultants qu'on engage du côté du gouvernement. Alors, la taille de l'État, comme je vous dis, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place pour réussir à y arriver. Vous avez déjà évoqué le Fonds pour un Canada fort. C'est l'une des mesures phares de cette mise à jour économique. Pour l'instant, très peu de détails ont été confirmés. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la façon dont le gouvernement a présenté cette mesure? Bien, écoutez, vous venez de le dire, c'est très vague présentement. Durant la période de questions avec les fonctionnaires, ils n'ont pas été en mesure de nous donner des détails, comment ça allait fonctionner. Alors, au lieu que ça soit de l'argent comme les autres pays, qui soit de l'argent d'un surplus budgétaire d'un pays, bien, nous, on est en déficit de plusieurs milliards de dollars. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend 25 milliards sur la carte de crédit. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que c'est encore de l'argent qu'on ajoute sur la dette. Le gouvernement fédéral prévoit aussi recruter et former jusqu'à 100 000 travailleurs qualifiés afin d'accélérer les projets de construction au pays, que ce soit pour les logements ou les infrastructures en défense, par exemple, ou d'autres projets d'infrastructure. Selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une mesure que votre parti pourrait appuyer? Bien, écoutez, il faut avoir les détails. Encore une fois, on n'a pas de détails. C'est une mesure qui avait été faite un peu au Québec, au niveau du Québec, et qui avait été plus ou moins performante au niveau des résultats. Alors, je vais attendre d'avoir les détails au niveau de cette formation-là. Quels sont les corps de métier avec lesquels on va pouvoir appliquer et quels seront les détails pour y arriver? Sur l'abordabilité, évidemment, on sait que la crise du coût de la vie préoccupe bien les Canadiens à l'échelle du pays. Dans cette mesure économique, il y a peu d'aide immédiate, peu d'aide nouvelle. Évidemment, le gouvernement retombe sur des mesures qui ont déjà été mises de l'avant, que ce soit la suspension, par exemple, la taxe accise fédérale sur l'essence ou alors tout ce qui a été fait pour l'appui pour pour le coût de la vie et pour l'épicerie. On annonce quand même une baisse du taux de cotisation de base du régime de pension du Canada. Ça passerait de 9,9 à 9,5 Quelle est votre réaction à cette annonce? Bien, écoutez, toutes les mesures qui vont diminuer les taxes, les impôts des Canadiens et des Canadiennes, naturellement, le Parti conservateur est en faveur. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus présentement, c'est que notre plus grand partenaire économique au niveau de nos échanges commerciaux, c'est les États-Unis. Et sur 193 pages, il y a 3 petites lignes qui parlent des négociations avec les États-Unis et le Mexique. Alors ça m'inquiète parce que ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse régler cette négociation-là avec les États-Unis et le Mexique. Et je peux vous dire que le Mexique est beaucoup plus avancé au niveau des négociations avec les États-Unis que le Canada peut l'être. Alors ça, une fois qu'on va réussir à régler cette entente-là pour qu'on puisse améliorer notre sort au niveau du développement économique et de nos échanges commerciaux avec les États-Unis, ça va aider à pouvoir remettre de l'argent et avoir une stabilité économique au pays. Éric Lefebvre, porte-parole associé du Parti conservateur en matière de finances. On va devoir s'arrêter là. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir. C'était le porte-parole associé du Parti conservateur en matière de finances, Éric Lefebvre. J'ai aussi eu l'occasion d'échanger avec le porte-parole du Bloc québécois en matière de finances, Jean-Denis Garon. Je vous invite à écouter cet échange. Jean-Denis Garon, porte-parole du Bloc québécois en matière de finances. Monsieur Garon, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors d'abord, votre réaction générale à cette mise à jour économique qui survient dans un contexte de grande incertitude à l'échelle mondiale. Quelle lecture en faites-vous? Bien, écoutez, c'est difficile de réagir beaucoup lorsque si peu dans une mise à jour. Vous savez, la raison d'être d'une mise à jour économique, c'est de s'adapter à des circonstances qui ont changé. Alors nous, on pensait que le gouvernement allait déposer des mesures, notamment pour s'adapter à la nouvelle structure de tarifs imposée par le président Trump. Parce que comme vous savez, jusqu'à il n'y a pas si longtemps avec l'ACUM, 85 des exportations québécoises et canadiennes étaient un peu isolées des tarifs. Mais depuis le dernier calcul de M. Trump, il y a 2 semaines, on a près de la moitié des exportations québécoises qui sont assujetties à de nouveaux tarifs. On a déjà des fermetures chez Meubles Rive-Sud. On a vu chez BRP une situation qui est très, très grave. Et il n'y a dans cette mise à jour-là non seulement rien pour aider ces entreprises-là, aucune subvention salariale, pas d'annonce de révision du programme d'assurance-emploi, aucune mesure d'aide, mais encore pire, on réalise que la mise à jour, elle a été écrite avant le changement dans les tarifs et qu'elle n'a pas été corrigée parce que, essentiellement, sur la proportion de nos exportations qui ne sont pas assujetties à des tarifs, les données qui sont dans la mise à jour même, elles sont inexactes.
Donc, peut-être une absence de mise à jour de la part du gouvernement, selon vous. L'une des mesures phares dans cette mise à jour semble être le lancement de cette initiative Une équipe Canada forte qui vise à recruter, à former jusqu'à 100 000 travailleurs qualifiés au cours des 5 prochaines années. Quelle est votre réaction à cette intervention du fédéral? Est-ce que vous craignez une forme d'ingérence d'Ottawa dans les champs de compétences du Québec? Bien, on ne craint pas une forme d'ingérence, c'est une forme d'ingérence. Comme vous savez, la formation de la main-d'œuvre, c'est un des champs de compétences pour lesquels il y a eu une dévolution complète, pour lesquels Québec est maître de sa stratégie de la main-d'œuvre. On a des tables sectorielles. Québec maîtrise sa stratégie de la main-d'œuvre. Alors, si le gouvernement fédéral est sérieux dans sa volonté de former plus rapidement de la main-d'œuvre, de former à des nouveaux métiers, de faire en sorte qu'on soit près des entreprises pour être capable d'appliquer des mesures de formation de la main-d'œuvre, il faut immédiatement qu'ils prennent l'argent en bloc, que l'argent soit transféré à Québec pour que le gouvernement du Québec, qui a déjà les 2 pieds dans les entreprises, qui est déjà à 100% dans la formation professionnelle, que le gouvernement du Québec puisse aller de l'avant. L'autre mesure phare de cette mise à jour semble être la création de ce Fonds pour un Canada fort, un fonds souverain. Plusieurs détails, je pense qu'on peut le dire, demeurent pour l'instant flous. Quelles sont vos principales inquiétudes face à ce qui est proposé, mis de l'avant? Bien, ce n'est pas plusieurs détails qui restent flous. On ne connaît absolument rien de ce fonds-là. Vous rappellerez, pas plus tard qu'hier, le ministre des Finances fait son annonce et là, on lui pose des questions sur ce à quoi va servir ce fonds-là, comment il va être administré, etc. Et il nous dit, attendez la mise à jour budgétaire. On lit la mise à jour budgétaire et on n'a absolument pas de nouvelles informations sur ce fonds-là, si ce n'est que le ministre nous dit d'attendre encore quelques mois pour que ce fonds-là soit, pour qu'on détaille ce qu'il y a dans ce fonds-là. Donc, essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est que le fonds va servir à financer des projets qui sont considérés comme des grands projets nationaux d'intérêt national par le Bureau du premier ministre, qui seront passés par le Bureau des grands projets, dans lesquels le Bureau du premier ministre a les 2 mains. Alors, essentiellement, on nous dit qu'on aura un fonds qui sera indépendant, mais ça a tout l'air d'un fonds où les administrateurs de ce fonds-là auront comme seule option de dire oui au premier ministre. Alors, vous savez, le gouvernement, depuis un certain temps, coupe dans le nombre de fonctionnaires, fait de l'attrition dans la fonction publique pour sauver des coûts, mais il est sans arrêt en train de créer de nouvelles agences, de nouvelles structures avec des directeurs, des PDG qui sont payés 5, 6, 700 000 $ par année, où on place parfois des gens qui sont proches de M. Carney, proches des libéraux. Alors, on se demande encore quel est l'objet de ce fonds-là et on ne le sait toujours pas. L'autre grande inquiétude partagée par bien des Canadiens, évidemment, ça concerne tout ce qui concerne le coût de la vie, l'abordabilité. Pour l'instant, en fait, ce qu'on peut voir d'après notre lecture, il y a très peu de nouvelles mesures dans cette mise à jour pour aider concrètement les Canadiens à joindre les 2 bouts. Le gouvernement parle plutôt des initiatives qui ont déjà été mises de l'avant. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du gouvernement de ne rien annoncer de plus que ce qui a déjà été dévoilé? Bien, non seulement le gouvernement n'annonce absolument rien pour le coût de la vie, mais on a un gouvernement qui lui-même a créé 2 classes d'aînés il y a quelques années, qui ont augmenté, un gouvernement qui a décidé d'augmenter la pension de sécurité de la vieillesse des 75 ans et plus de 10 %. Et pour ce gouvernement-là, il y a de bons et de mauvais aînés, alors que tous ces gens-là ont travaillé toute leur vie pour avoir le droit à leur prestation de sécurité de la vieillesse. Et on sait que les personnes de 65 ans et plus sont parmi les plus durement frappées par le coût de la vie. Alors, on a tout simplement un gouvernement qui a décidé d'ignorer les gens qui font partie des plus vulnérables dans la société. Et moi, je pense que c'est déplorable, d'autant plus que nous avions détaillé une proposition pour le gouvernement, une proposition pour augmenter la prestation de sécurité de la vieillesse qui s'autofinançait. Et le ministre des Finances, j'écoutais son discours tout à l'heure, nous dit « J'aimerais que pour une fois, le Bloc soit avec nous. » Mais à chaque fois que le Bloc fait une proposition constructive pour améliorer le sort des gens qui sont affectés par le coût de la vie, le gouvernement dit non. Alors moi, je renvoie la balle au ministre et je lui demande une fois de temps en temps d'être avec l'opposition, surtout une opposition comme le Bloc québécois qui fait des propositions qui sont constructives, réalistes, chiffrées et détaillées. On verra bien la suite. Jean-Denis Garon, porte-parole du Bloc québécois en matière de finances. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Plaisir. Meanwhile, the NDP has also voiced its disappointment with today's update, suggesting it offered nothing substantially new to make life more affordable for Canadians. Earlier tonight, I spoke with NDP leader Avi Lewis. NDP leader Avi Lewis, thanks for being with us. Pleasure to be with you. Let's start first with your overall response to this update. Obviously, it's a time of great uncertainty. How well would you say it meets the moment?
Well, we've heard the word affordability dozens or hundreds or thousands of times today, but this spring economic update was an opportunity for the Liberal government to really bring in concrete measures, new measures, that would address the everyday emergency of the cost of living crisis for Canadians. It didn't do that. We don't see anything in there. There's a lot of re-announcements of previous announcements, but there aren't any new measures that directly address the fact that people are skipping meals to feed their families, that people are living paycheck to paycheck, and that the cost of food and housing is spiraling, and still this government is not doing anything that actually addresses that emergency in concrete ways for working class Canadians. As you said, there's little in the way of new measures. There is a cut to the CPP contribution is one measure that I guess will take some of the cost off allow people to keep more of their paycheck. They are pointing to, as you said, other measures that they've announced. What do you make of the absence of new measures? Is this the government signaling that this is all that it feels it can do in terms of meeting the moment when it comes to cost of living? I think what we see in this government is a pattern where public money is given to, well, the Prime Minister likes to say catalyzing private investment. We would say corporate welfare or subsidizing profitable corporations in the hope that the market will save us. Whether it's the $140 billion that they announce to deal with the housing crisis over 5 years, 2/3 of which is foregone revenue. So canceled fees and tax cuts for developers rather than actual public money. And of that third of the money that is actually new public spending, we are not seeing non-market housing, non-profit housing, cooperative housing, supportive housing, the bottom end of the market. That's really the people who are struggling the most, who will never be able to afford these completely off the charts rents and mortgage payments. We need to take care of the vast majority of Canadians who are struggling with housing prices. And the Prime Minister likes to talk about a wartime build-out of housing. He's referencing a period after the Second World War when the government did things itself by taxing corporations appropriately and spending public money on public goods. And this government just doesn't do it. Look at the Sovereign Wealth Fund, this shiny new initiative. And the Prime Minister references Norway as the model. In fact, we have the polar opposite of the Norwegian model. In Norway, they have a publicly owned oil company. For decades, for generations, they have been harvesting an appropriate amount of taxation and filling up this fund that's now $2.2 trillion US, and has given them a solid social safety net, a route off of fossil fuels, 100% new vehicles or electric vehicles in Norway. What are we doing? We're not taking money from private industries and putting it to the public good. We are giving public money to this fund that's going to catalyze, otherwise known as subsidize, these big, profitable, so-called nation-building projects, including what is likely a new oil and gas pipeline from Alberta to British Columbia, promised in the MOU with Danielle Smith, which could be now subject of this sovereign wealth fund, which is going to be seeded with public money. It's a sneaky way, if that happens, to publicly subsidize a very profitable industry due to make $90 billion in excess wartime profits in oil and gas this year. Right. Well, Norway is certainly one example of a country that's managed to use its natural resources to fund its prosperity. I do want to turn to one of the new measures announced in this update. One of the centerpieces is the launch of what the government is billing as Team Canada Strong. It's this goal of training up to or between 80,000 to 100,000 skilled trades workers, creating opportunities for young Canadians who we know are facing right now a very difficult job market. So what do you make of that push? Is that something that your party supports in principle, at least? Oh yeah. On the face of it, this could be a wonderful initiative to have a lot more apprenticeships for skilled trade work. This is a fantastic thing. The question is, will there be strings on that money to make sure that the provinces actually spend it on apprenticeships for skilled trades? For instance, right now the federal government is giving money to Ontario and the Ontario government for skilled apprenticeships, and Ontario is not even spending it on that. So the question for me is, and this is particularly poignant on the day of mourning, the National Day of Mourning for workers who are killed, injured, or made ill on the job, are we going to see workers and trade unions at the table in the implementation of that plan? Because when I look at this government's approach and you look at all the private sector forecasters that they rely on, you see the big list of banks and bank economists at the beginning of the document, and we have a banker prime minister. That's not necessarily a bad thing, but we need to see workers and working class people and trade unions at the table in the way that program is implemented. Otherwise,
it's just not going to work. Before I let you go, I also want to ask you about Alexandre Boulris's decision to leave your party to make a run with Québec Solidaire in Quebec. Obviously, this is a massive loss for your party. I think you and your colleagues have said as much. There will be a by-election in Rosemont, La Petite Patrie. How big a test is this for your party? Because if you can't win this riding, how can you possibly hope to compete elsewhere in Quebec? Well, one by-election is one by-election. Obviously, it's a seat that we're going to work really, really hard to keep. There's already lots of conversation in the riding among some excellent possible candidates who want to take a run at it. We are very committed to the ground game, and my own vision for rebuilding the NDP, and the reason that I'm not running in a by-election in the near future myself, is because I want to go from coast to coast to coast and help the party rebuild at the grassroots. And that's what we did on the leadership campaign. We had thousands of new members in Quebec. In almost every single federal riding, we signed up new members in Quebec. We had hundreds and hundreds of people at our last big rally in Montreal. It's not showing up in the mainstream reporting, but underneath the surface, there is momentum, I am convinced, at the NDP grassroots, and this by-election is one that we're going to work really, really hard to win. We'll see how it plays out. NDP leader Avi Lewis, thanks again for making time for us tonight. Appreciate it. Thank you so much. Alors, une mise à jour économique peut-être un peu plus mince que ce à quoi on est habitué, avec peut-être un peu moins de détails que plusieurs l'anticipaient. Quel message les libéraux de Mark Carney voulaient-ils envoyer aujourd'hui et est-ce que ça a bien passé? On en discute avec nos analystes. Sandra Aubé, vice-présidente aux affaires fédérales chez TACT et ex-chef de cabinet de la ministre Mélanie Joly. Rodolphe Osny, ancien conseiller politique du gouvernement Harper. Et Pierre Paquette, ancien député bloquiste de Joliette. Bonsoir à vous trois et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Sandra, je vais commencer avec vous. Quel message pensez-vous que le gouvernement cherchait à faire passer aujourd'hui avec cette mise à jour? C'est clairement un gouvernement qui cherche à rassurer, qui veut montrer qu'il a un contrôle sur les finances publiques. On a vu très rapidement, quand on décortiquait le budget, c'est ce qui ressort des articles, que le déficit est moins grand que ce qui était anticipé. D'ailleurs, on l'avait vu au courant des derniers jours. Donc ça, pour moi, c'est les éléments importants. On dit qu'il y a des efforts qui sont faits, que ça commence à porter fruit. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau d'un pivot. On ne voit pas de grandes mesures, j'ai envie de dire, au niveau de la défense, au niveau du développement économique, c'est des éléments que je recherchais, mais vraiment, c'est une mise à jour où on fait vraiment, il y a les pages extrêmement nombreuses, beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire là-dessus pour nous dire où est-ce qu'on en est dans les finances publiques. C'est moins un pamphlet publicitaire que ce qu'on pouvait voir dans le gouvernement de Justin Trudeau, un accent plus important sur les chiffres. Et puis, certainement, ils veulent montrer qu'ils ont le contrôle sur les finances publiques. Rodolphe, Sandra évoque justement cette idée que des efforts du gouvernement Carney commencent à porter fruit. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle pression le gouvernement ressent-il en ce moment, selon vous, pour vraiment démontrer qu'il peut vraiment livrer la marchandise et démontrer des résultats concrets? Je pense surtout ce qu'on a appris, c'est que quand l'inflation augmente et quand le prix du pétrole est élevé, le gouvernement engendre plus de revenus, ce qui explique pourquoi son déficit est moins élevé. Je comprends que le gouvernement veut faire plus de logements, je comprends que le gouvernement veut faire plus de projets et que pour ça, il est en train d'investir massivement concernant la formation des travailleurs. Mais il y a juste un petit problème. C'est qu'au Québec, c'est une compétence provinciale. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on se magasine encore des ententes concernant le fédéral et le provincial sur la formation des travailleurs à suivre? Ça s'ajoute, par exemple, au logement, ça s'ajoute aussi à l'infrastructure. Donc, beaucoup de négociations Québec-Ottawa, en tout cas après cette mise à jour. Pour le reste, je pense qu'il y a un élément qui est un peu, on appelle toujours ça l'élément un peu brillant, c'est qui brille un peu, c'est l'argent pour les Olympiques et pour les athlètes. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Une mauvaise nouvelle pour le Québec parce qu'il n'y a rien concernant encore les médias. Le budget du Québec avait demandé quelque chose du fédéral pour les médias, il n'y a pas. Mais pour le reste, je pense quand même que c'est une mise à jour où on montre que le gouvernement fait un peu plus d'argent, redonne un tout petit peu plus parce que les grosses mesures avaient déjà été annoncées, la taxe sur l'essence et l'augmentation du crédit à la TPS, donc il ne restait plus beaucoup de choses. Pierre, qu'est-ce que vous avez retenu de cette mise à jour et qu'est-ce que vous pensez qu'elle tente à accomplir? Bon, effectivement, la plupart des grandes annonces avaient été faites préalablement, mais un énoncé économique, c'est aussi une mise à jour, comme ça a été mentionné. On aurait dû tenir compte des derniers événements concernant la guerre commerciale, en particulier les modifications dans le calcul des tarifs qui vont faire extrêmement mal aux industries, aux entreprises manufacturières au Québec, mais aussi
En Ontario, on sait maintenant que s'il y a un peu d'aluminium ou d'acier qui rentre dans la fabrication du produit, c'est tout le produit qui va être taxé de 25 %. Alors ça, je me serais attendu à ce qu'il y ait des mesures, au moins une prise en compte de cette nouvelle réalité-là. Et effectivement, je suis d'accord avec l'intervenant précédent. La question de la formation risque d'être une source de chicane. Je ne pense pas que, sur le fond, tout le monde est d'accord qu'on a besoin de plus de main-d'œuvre spécialisée parce qu'il va y avoir énormément de départs à la retraite au cours des prochaines années. Mais il aurait dû y avoir un arrimage avec les provinces concernant ça. On peut bien donner des bonus aux entreprises, aux travailleurs, aux étudiants, mais si le système scolaire dans les provinces n'est pas prêt à recevoir ces nouveaux élèves, on va avoir un problème au bout du compte. Il n'y aura pas plus de travailleurs spécialisés. Alors là-dessus, je pense qu'il y a un petit peu d'improvisation du côté du gouvernement Carney. Sandra, Pierre mentionne les nouveaux développements qui peut-être n'ont pas été pris en compte. À quel point est-ce que vous pensez que c'est difficile pour le gouvernement d'une part, vouloir démontrer des progrès, raconter une histoire positive sur l'économie canadienne, alors qu'on le sait, beaucoup de Canadiens ont l'impression de s'appauvrir, ils s'inquiètent de plus en plus, non seulement du coût de la vie, mais bien sûr de toute l'incertitude qui plane actuellement. À quel point est-ce que c'est difficile pour le gouvernement de vraiment répondre à ces deux objectifs? C'est très difficile présentement. On a un gouvernement qui est au pouvoir depuis un an. Hein. Puis un an dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Un an dans la vie d'un gouvernement, quand ils veulent faire des changements structurels, comme c'est ce qui est proposé, c'est pas beaucoup. Ça prend du temps quand on vient créer des nouvelles structures, des nouvelles agences, qu'on vient amener des PDG qui étaient dans le privé, qu'on les amène au public. Ça prend du temps. Donc, c'est sûr que les gens, moi aujourd'hui, j'étais dans le huis clos avec les intervenants, les gens disent, on ne voit pas de résultats. Et je les comprends. Et c'est sûr que quand on regarde dans notre portefeuille, on n'a pas beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Le gouvernement, dans sa mesure économique, parle de travaux qu'il fait notamment au niveau des télécommunications pour réduire les factures, mais on reconnaît aussi que quand on va à l'épicerie, ça continue à coûter cher, puis que l'inflation au niveau de l'alimentation a été exponentielle. Puis ça, ben, on n'a pas de résultats pour les citoyens concrètement. Donc, Rodolphe le mentionnait, le gouvernement va donner un coup de pouce aux familles qui en ont besoin à travers la TPS, donc le rabais pour l'épicerie. Mais concrètement, c'est vraiment le défi de ce gouvernement-là, c'est de montrer des résultats, c'est la mise en œuvre de ces stratégies, de ces propositions. Et pour l'instant, c'est beaucoup ça, des stratégies. Rodolphe, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que justement, les sondages montrent que les Canadiens, pour l'instant, font plutôt confiance en Mark Carney et son équipe pour gérer l'incertitude sur la scène internationale. On lui accorde encore pas mal de marge de manœuvre. Mais à quel point la question du coût de la vie pourrait-elle devenir pour lui un véritable talon d'Achille? Oui, c'est toujours ça, et c'est pour tous les gouvernements de toutes les couleurs politiques. It's the economy stupid, comme on dit l'ancien conseiller de Bill Clinton. Donc oui, si le gouvernement, s'il y a une déconnexion, si les Canadiens, les Québécois ne sentent pas que le gouvernement est préoccupé par la question du coût de la vie, du logement, et surtout voit des résultats, je pense que les Canadiens sont conscients. On ne construit pas comme ça des maisons du jour au lendemain, mais tôt ou tard, ce gouvernement va devoir montrer des résultats et surtout, montrer, voir qu'est-ce qui va se passer du point de vue américain. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une promesse que le premier ministre Carney a faite, et je pense que ce n'est pas tout le monde qui l'a oublié. Il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de Carney, donc on s'attend à ce que M. Carney règle au moins la crise. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gouvernement en fait assez? Bien, évidemment, ça prend du temps. Je pense que tout le monde est conscient de ça, mais encore une fois, dans la mise à jour, on aurait dû retrouver des préoccupations concernant la guerre commerciale, ces questions aussi de coût de la vie. On a eu des mesures qui ont été annoncées avant la mise à jour sur cet aspect-là, mais quand on regarde les sondages, on voit que oui, les Canadiens et les Québécois sont fiers de la façon dont M. Carney se présente sur la scène internationale, mais quand on leur demande quel est l'effet sur leur propre situation, bien là, ils sont majoritairement, je dirais, désappointés. Alors, donc, effectivement, je pense que ce gouvernement-là doit rapidement commencer à avoir des résultats, et pour le moment, ben ça c'est pas le cas. Très rapidement, là-dessus, juste les trois, est-ce que vous croyez que c'était une occasion ratée à ce niveau-là, très rapidement? Sandra? Si je peux m'exprimer? Oui. Je pense qu'ils auraient pu... C'est un gouvernement qui est de mieux en mieux en matière de communication. Est-ce que c'est une occasion ratée?
Je pense pas. Je pense qu'ils vont avoir d'autres occasions, mais ça ne va pas passer à l'histoire dans le portefeuille des citoyens et dans les nouvelles non plus. Rodolphe et Pierre, dans une phrase seulement. Cette histoire du fonds souverain, là, on ne fait pas une annonce comme ça, sans détail, en annonçant comme ça un argent ou seulement 25 milliards de dollars. Je pense que ça, c'était totalement improvisé. Et Pierre? On a raté une belle occasion, je pense, parce qu'il ne restera pas grand-chose la semaine prochaine de tout ce qui a été dit aujourd'hui par le ministre des Finances et par le premier ministre. On va devoir s'arrêter là-dessus. Sandra Aubé, Rodolphe Osny, Pierre Paquette, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Bonne soirée. Merci. Today's economic update comes at a time of considerable uncertainty beyond Canada's borders. Earlier today, I spoke about those challenges and others with Kevin Page, former parliamentary budget officer and founding president of the Institute for Fiscal Studies and Democracy. Kevin Page, thanks so much for making time for us today. Good to be with you. So let's start first with the deficit for last year. So it did come in lower than projected, as in projecting last year's November budget. The Prime Minister's already crediting that with his team being good fiscal managers, as he put it, determined to get spending down. In your view, how much credit can the government reasonably take for that number? Well, I think it takes some credit. I mean, I think there's a big difference between $78 and $66 billion in terms of a current year. If you look like what's behind the numbers, about a little bit less than half of it is from higher revenues than anticipated. So the economy turned out to be a little bit stronger. We had a bit more inflation than we anticipated, and but a lot of it, more than half of it actually, is the fact that we didn't get spending out the door that he thought he can get out the door. So does that make the government a good fiscal manager? Maybe not. But I think when you step back from that conversation, $66 billion deficit or 65, you're in roughly 2 percentage points of GDP. I think, global financial institutions are going to look at that number and saying, well, okay, that's a lot better than 2.5%, that's, it situates us well against other countries. So I think. Well, and on that, so the government has often touted its advantageous fiscal position, comparing itself to G7 partners. But there are concerns that, a decade ago, these numbers would have been absolutely eye-watering, right, when you think about the size of the deficits now. But how appropriate is that comparison to other G7 partners right now? And how should we be thinking about the fiscal position that Canada really finds itself in right now? Well, I think a deficit of that range, $65 billion, 2 percentage points of GDP, like what's underneath it? I think what's underneath it is a very weak economy. I think economy that's operating well below its potential. I think also what's underneath it is a big bump in national defense spending and making that first, those commitments to get to the NATO targets. Canada moved to the 2 percentage points of GDP for national defense, its NATO target. So I think it's still, those comparisons are relevant. I think, bond rating agencies are going to they tend to look at relatives. And, but in the context of a weak economy and the need for more national defense spending, I think that's the way, that's the way many people will understand it. And let's talk about that defense spending, because it is just a massive amount of spending. What concerns do you have in terms of the government's transparency and how it's accounting for how that money is going out the door or not at this point? Yeah, so we see commitments with respect to NATO targets. We see a significant increase in budget 2025 from last November. That a big part of the increase in the deficit was going to go to national defense, and yet we don't see a national defense line in the spending planning table going forward. So I think the government has to address that. We need to see that line. It's been decades since we actually seen the planning line. And so we can hold the government to account, but also then we can get into conversations like, what is it going to take in terms of further reallocation exercises, or maybe even a few years from now, raising additional revenues in order to move from 2% to 3.5%. So, yeah, a big transparency problem right now that's fixable. You spoke about higher revenues in part thanks to higher oil prices, but while that's good news for the government, it's also straining household budgets, raising concerns about the cost of living. There's not much new in this budget to really directly address that rising cost of living. Instead, the government is pointing to what it's previously announced, whether that's the groceries and essentials benefit, the suspension of the federal tax on gas and diesel. What do you make of how the government has responded to those affordability challenges, or is this maybe a signal that they're kind of nearing what they feel they can really do to respond without it being inflationary, or for whatever reason that they don't want to do anything further? Yeah, I think there's definitely
an accounting of the various measures the government has done in order to ease the affordability pressures on Canadian households and businesses. It's significant, even though we didn't see much new in this budget. Like one thing about this budget is the government, it's got this better planning framework. It found an extra $60 billion over the next 5 years. It chose to spend it. It didn't choose to spend it on additional capital formation. It chose to spend it on operational issues. So some of it are very good programs that could help people. It could help, young workers. It could help disabled people. It could help people in an Indigenous community. It helps strengthen some program integrity gaps for various programs, but it is operational in nature. So it recognizes there are a lot of strains, I think, in the Canadian economy right now. Are we reaching a limit? I don't know that for sure, that, where the limit might be. But yeah, it definitely made a decision that, like if it found a little bit extra money, it chose to spend it, and it chose to spend it to help Canadian households and businesses. Right. The centerpiece announcement of this update appears to be this creation of the Canada Strong Fund, touted as a sovereign wealth fund. There's much we still don't know about this effort, the timelines, the projects will be supported, exactly how it'll be seeded, where that money's coming from. What's your impression of, one, how well thought out this is, but how worthwhile an effort this is, given that there are similar instruments already in place? Yeah, so the way I look at that is that Canada needs more foreign direct investment, and we know that our Prime Minister has been all over the world talking to global leaders, political leaders, business leaders, try to boost foreign direct investment in Canada. So the way I see it is he wants to create a fund so that these countries, these leaders could park money to help grow various infrastructure projects in Canada. So it's new. It's not very well developed, I would say, at this point. There's not a lot of transparency even on the accounting. There was talk of a $25 billion cash seed investment over the next 3 years. It's not. You really have to look hard, and you don't really know exactly where it is. You can't confirm it. So that's not a good deal. But I think over the next week or two, as it starts to unfold, maybe our confidence will rise in it. But I think it's, again, the Prime Minister sees that there's a need, in addition to an infrastructure bank, in addition to a growth fund, to have something different like this so other countries could help put their money into Canada and we can grow this, our infrastructure base. Kevin Page, former parliamentary budget officer and founding president of the Institute for Fiscal Studies and Democracy. Thanks so much for your time. Appreciate it. Good to be with you. Thank you. Thank you. C'était mon entrevue avec Kevin Page, ancien directeur parlementaire du budget. J'ai aussi eu l'occasion aujourd'hui d'échanger avec Jimmy Jean, économiste en chef et stratège chez Desjardins, pour discuter des nouvelles mesures mises de l'avant dans cette mise à jour économique. On peut l'écouter. Jimmy Jean, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, le gouvernement affirme vouloir protéger les Canadiens contre l'instabilité mondiale, que ce soit les tarifs douaniers, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les chocs énergétiques. Selon vous, à quel point la réponse qui a été présentée aujourd'hui répond à ces défis-là? C'est certain que en termes de réponse comme telle, dans ce qu'on présente aujourd'hui, c'est plus une mise à jour des réponses qu'on a déjà annoncées dans les derniers mois. Donc, il y a eu, entre autres, le crédit pour l'épicerie et la baisse de la taxe sur l'essence. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus, qu'est-ce qui ressort, c'est ce qu'on a annoncé hier, le fonds souverain, même s'il y a encore des détails à éclaircir là-dessus. Et puis, je pense qu'on y va aussi avec quelques annonces qui concernent la main-d'œuvre, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais on est encore beaucoup dans le moyen-long terme, ce qui est normal, mais en même temps, on sent que dans les prochains mois, ça va être assez agité avec qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, puis aussi avec l'enjeu du commerce international, l'entente avec les États-Unis. Donc là-dessus, ça reste assez léger sur ces points-là. Justement, parlons du fonds souverain parce que, comme vous le mentionnez, il y a plusieurs détails qui sont encore nébuleux, que ce soit comment ce sera financé, les échéanciers, les projets qui sont appuyés. À quel point est-ce que vous pensez que c'est vraiment un projet qui a été vraiment bien réfléchi alors qu'il a été mis de l'avant hier? C'est certain qu'on voit que c'est quelque chose qui est assez préliminaire selon la lecture que j'en fais. Et puis, il faut aussi pas se leurrer, un fonds, on a vu ça des centaines de fois, il y en a plein qui existent en ce moment. D'ailleurs, ils reconnaissent même dans le document qu'il y a plein d'autres fonds ou d'autres joueurs, les grandes caisses de retraite, par exemple, Investissement Québec au Québec, qui font essentiellement la même chose. Donc, il va y avoir, le défi, ça va être d'éviter les efforts en double, les dédoublements.
et d'aller maximiser la plus-value. Maintenant, si on dit 25 milliards et en plus avec la possibilité que les Canadiennes et les Canadiens investissent aussi personnellement, ça pourrait faire quand même un capital assez important. Et justement, le gouvernement, de par ce pouvoir-là, peut quand même jouer un effet de signal très, très intéressant pour lancer des projets ou du moins diminuer le risque et donner un signal positif pour les investisseurs. Donc, si c'est bien fait, oui, ça peut donner des bons résultats. Mais, encore une fois, si c'est bien fait, c'est pas la partie qui est difficile parce qu'on a eu la Banque canadienne de l'infrastructure. Ça a été, on peut dire, un échec. Il y a eu d'autres échecs où l'exécution, ou du moins, on n'a pas été à la hauteur des ambitions initialement formulées. Vous avez aussi évoqué des mesures pour les travailleurs. Cette mise à jour promet de recruter, de former, d'embaucher entre 80 et 100 000 nouveaux travailleurs des métiers désignés sur rouge d'ici 2030-2031. Selon vous, quelle est l'importance, vraiment l'ampleur de cette annonce? Bien, je pense que ça faisait plusieurs budgets, puis même on recule à l'ère Freeland, où est-ce que il y avait très peu, c'est très maigre au niveau de la main-d'œuvre. Donc, on parlait beaucoup de grandes ambitions, de bâtir, mais c'est comme si on prenait la disponibilité du capital humain pour acquis. Là, c'est la première fois que je vois vraiment qu'on dédie un effort assez substantiel pour la formation de la main-d'œuvre en construction, pour donner des incitatifs. J'aime aussi le fait qu'on arrime ça avec la défense, hein, donc au niveau des réservistes dans certains corps de métier. Donc, et ça pourrait permettre d'atteindre les objectifs de dépenses en défense nationale en même temps. Donc, moi, je pense que c'est un bon exemple d'une pierre deux coups. Après, il reste que c'est quand même beaucoup d'investissements ou beaucoup de personnes supplémentaires que ça va prendre dans les prochaines années. Donc, il va falloir redoubler d'ardeur et travailler aussi avec les provinces parce que ça reste leur champ de compétences pour développer davantage de main-d'œuvre. Et justement, quel risque d'être les obstacles à l'atteinte de cet objectif? Parce que ça fait quand même un certain temps qu'on reconnaît qu'on en a fait davantage pour améliorer cette main-d'œuvre-là, mais ça peine à venir plus rapidement. Oui, c'est que les signaux ne soient pas assez forts ou encore qu'il y ait d'autres obstacles qui empêchent l'attraction dans ces métiers-là, de la compétition, par exemple, pour d'autres corps de métier ou encore que les salaires ou les conditions ne soient pas tout à fait au rendez-vous. La bonne chose, je pense qu'en ce moment, c'est qu'on a un marché du travail qui est un petit peu plus relâché, donc ça fait en sorte que il y a des gens qui cherchent du travail. On voit les délais pour trouver un emploi, ça augmente. Le taux de chômage reste assez stable, mais le délai pour ceux qui sont en chômage pour trouver un emploi, c'est plus difficile. Donc, ça peut inciter des personnes à s'enrôler dans ces programmes-là. On a vu aussi une augmentation de l'enrôlement dans la défense nationale. Donc, si ça peut contribuer à stimuler davantage l'intérêt pour les corps de métier, et pour ces occupations-là, pour les opportunités aussi d'entrepreneuriat qu'il y a derrière ça, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne direction dans laquelle il fallait aller. Et très rapidement, quelle inquiétude avez-vous toujours après votre lecture de cette mise à jour? Bien, en ce moment, on a des entreprises qui ferment. Hein, il y a une paralysie qui s'est installée par rapport à l'investissement. Donc, l'incertitude commerciale agit comme une taxe à l'investissement. D'après moi, les décisions aux États-Unis en ce qui a trait aux tarifs sectoriels sur l'acier et l'aluminium, les dernières décisions et le choc que ça cause dans le secteur manufacturier, où est-ce qu'on ne s'attendait pas à ça, ça envoie un signal très, très préoccupant. Et on va voir s'il y a des mesures qui viennent par la suite pour réagir à ça. Pour l'instant, on est beaucoup dans le moyen-long terme, ce qui est bien, mais en ce moment, les craintes qu'on avait l'année passée commencent à se faire voir. Là. Si on a des entreprises qui ferment directement à cause de l'incertitude commerciale, c'est un enjeu. Oui, l'incertitude qui persiste. Jimmy Jean, économiste en chef et stratège chez Desjardins, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. That was Jimmy Jean, Chief Economist with Desjardins. That's going to put an end to tonight's special coverage of the 2026 Economic Update. I'm Marc-Andre Cossette. On behalf of all of us here at CPAC, thanks very much for being with us and have a great night. Un plaisir. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.